Bonjour et bienvenue dans votre émission Éco-Débat. Voilà 5 ans qu'elle est lancée et voilà 5 ans que l'on parle continuellement d'elle car elle symbolise l'espoir pour l'intégration économique africaine. Elle, eh bien, c'est la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. D'ailleurs, à l'occasion, les ministres africains du commerce viennent de se réunir à Abuja, au Nigeria, pour faire le point sur les avancées de cette ZLECAf ainsi que de voir comment mieux concrétiser cet accord entré en vigueur en 2021. C'est justement ce que nous allons aussi essayer de faire au cours de cette émission. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Zakaria Abouda, professeur des relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonjour à vous, professeur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Omar. Bonjour. Bonjour, avec plaisir. Également avec nous, Idriss Lindje, directeur des rédactions de Média Mania, qui édite entre autres l'agence panafricaine Ecofin depuis Cotonou. Idriss Lindje, un habitué de l'émission. Bonjour Idriss et merci encore une fois d'être avec nous. Bonjour Omar Baldé et bonjour à tous les auditeurs de Média TV. Également avec nous, Zakaria Fahim, managing partner de BDO Maroc. Avec nous en duplex depuis Istanbul. Bonjour à vous, Zakaria Fahim, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, et merci à la technologie de nous permettre de faire le point sur un sujet important. Exactement. En tout cas, avec vous trois, au cours de cette émission, nous allons essayer de voir comment a évolué cet accord de libre-échange continental africain depuis son entrée en vigueur à l'été 2021. Et c'est justement la question que je vais poser d'abord au professeur Zakaria Abou Dahab. Professeur, 5 ans après son lancement, alors que retenez-vous ou que voyez-vous sur la ZLECAf? Je vois ou je remarque de plus en plus c'est un projet qui est approprié par les opérateurs, par les acteurs, de façon générale. Mais il reste encore beaucoup à faire sur ce chemin-là par rapport à un projet qui a été élaboré depuis pratiquement 2012-2013 dans une dynamique qui voulait faire de l'Afrique aussi une terre d'investissement, d'attractivité, mais d'intégration. Mais ce que je remarque, c'est que nous sommes encore sur le chemin de mettre en place toutes les fondations nécessaires à son implémentation. C'est-à-dire, il faut parler des 7 protocoles principaux, marchandises, services, propriété intellectuelle, investissement. Il y a également un aspect numérique. On a même prévu un protocole additionnel sur l'inclusion des femmes et de la jeunesse. Mais ce que je remarque peut-être, ce n'est pas un regard pessimiste, mais plutôt réaliste, c'est que nous sommes encore au stade des déclarations d'intention. On voudrait renforcer l'intégration régionale en passant par les communautés économiques régionales, les 8 qui sont reconnues par l'Union africaine, mais il y a encore des pesanteurs, il y a encore des questions techniques à parachever sur le plan, par exemple, des règles d'origine, nous y reviendrons. Il y a également des problématiques en termes d'infrastructure, mais en général, comme je l'ai dit au départ, c'est un sujet de plus en plus approprié, c'est un cap, c'est un horizon stratégique, mais nous sommes à la phase du démarrage, je pense, même après 5 ans, nous devons encore faire mieux pour que ce projet puisse réellement être considéré comme le projet de toutes les Africaines et de tous les Africains. En tout cas, en phase de démarrage, donc un projet qui nécessite d'être approprié, en tout cas de la part donc, des Africains. Alors, Idriss Lindje, à l'agence panafricaine Ecofin et à Ecomédia, Média Mania, de façon générale, vous suivez au quotidien les tendances de l'économie africaine. Alors, qu'est-ce que vous dites sur la ZLECAf? Alors, je pense que après 5 à 4 à 5 ans, je pense qu'il y a forcément de petites avancées que nous pouvons constater. Par exemple, l'initiative de commerce guidé qui est en quelque sorte le framework dans lequel se teste effectivement cette LECAF continue de s'étendre à plusieurs autres pays, notamment dans des secteurs comme l'agroalimentaire, le textile, l'habillement, les produits pharmaceutiques, d'une certaine manière l'automobile et parfois aussi les biens manufacturés. Les règles d'origine évoquées par le professeur, qui ont fait l'objet de beaucoup de discussions, sont en train d'être presque finalisés. Les droits de douane commencent
d'une certaine manière à baisser. Enfin, que les États commencent à consentir qu'ils vont accorder des droits de douane en baisse sur des produits en provenance de l'Afrique. Mais le vrai défi de la ZLECAf, je veux dire, 5 ans, c'est trop petit hein, pour construire un marché commun complet. L'Union européenne, on l'a vu, a mis bien plus d'années que cela, et même aujourd'hui encore, il y a des choses qui sont discutées au sein de l'Union européenne. Le vrai défi de cette ZLECAf, c'est qu'on oublie que l'échange est un cadre de l'offre et de la demande. La demande existe, l'offre peine forcément à suivre et la logistique pour porter l'offre là où il y a la demande peut être un problème. Donc, je pense que la ZLECAf avance un peu comme un bout à part, alors même que tous les ingrédients, vous savez, c'est un peu comme si on vous prépare une sauce, on vous met de l'eau, du poisson à part, et vous allez consommer la sauce, le poisson et l'eau à part, et après, vous allez manger la tomate et le persil pour aller compléter le tout dans votre estomac. Et ça peut pas être très efficace. En tout cas, il y a, en vous entendant parler, on sent qu'il y a des avancées sur certaines questions techniques. Il y a le potentiel qui est là pour échanger. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qu'il faut échanger et surtout comment répondre à cette demande-là et surtout les infrastructures qui vont avec. Alors, Zakaria Fahim, vous êtes dans le milieu des affaires. En tant qu'homme d'affaires africain, en tant que responsable d'une structure qui mesure au quotidien comment évolue le business en Afrique, les chiffres à propos des entreprises, entre autres. Alors, dans le monde des affaires, est-ce qu'on connaît la ZLECAf? Ouais, je pense que c'est le vrai sujet. Moi, j'ai toujours l'Afrique à inventer avec le Kenya, la M-Pesa, qui aujourd'hui, on va dire, le parallèle de la Bitcoin, puisqu'on a fait du peer-to-peer. Un des sujets, c'est qu'on ne sait pas se vendre. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'avec la ZLECAf, tous ceux qui pensent que l'union fait la force, aujourd'hui, on a un cadre. C'est vrai que on est à peine à 15% de commerce intra-africain, là où l'Europe est à 60%, l'ASEAN est à 25%, mais on démarre. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des échanges qui maintenant ont des règles communes, un certificat d'origine, un système de paiement continental. Quand on voit maintenant que les mesures disent que on peut faire des économies de 5 milliards de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent, qu'aujourd'hui il y a à peu près 206 milliards de dollars d'échanges dans ce nouveau système que le Maroc a rejoint en juillet 2025. Donc, je pense que ce qui est important, puisque ces paiements vont nous permettre de réduire les délais, donc on passe de 2 à 4, voire 5 jours à quelques secondes. Donc, il y a une réalité, et je pense que ce qui est important pour nos entreprises, c'est de démontrer, et ça va être le chemin, ça a été dit par mon prédécesseur, c'est-à-dire qu'une maison qui a 5 ans, quand on regarde un peu l'Europe ou ce qui s'est passé en Asie, c'est c'est pas la hauteur qu'il faut regarder maintenant, mais c'est les fondations. Et je pense que les fondations sont bien posées, elles sont bien là. Maintenant, il faut s'appuyer sur ces fondations pour aller de l'avant, pour le faire savoir. Quand on voit maintenant qu'on peut commencer à faire valoir notre Made in Africa, par exemple, dans l'automobile. Moi, je reviens de Maurice et quand je leur dis, ben, nous sommes le premier fabricant de voitures, on fabrique des avions de bout en bout, euh, l'Afrique ne se connaît pas. La dimension interculturelle, c'est-à-dire qu'on veut faire l'Afrique avec des hommes d'affaires qui envoient leurs enfants en Europe, aux États-Unis, et qui ne regardent l'Afrique que, je ne sais pas, même pas on ne sait même pas par quel prisme. Donc je pense qu'il va falloir qu'on change de mindset. Et moi, j'avais toujours dit, et c'est un des enjeux que j'ai poussé, je l'ai envoyé à l'Union africaine, à la BAD, à plusieurs pays, c'est monter un Small Business Act pour l'Afrique, pour les PME, parce que ça va rester pendant longtemps, et l'informel à faire sortir la colonne vertébrale. Donc si les PME ne voient pas le commercer entre Casa et Fès devient aussi simple que commercer entre Casa et Dakar ou Abidjan, la ZLECAf ne se fera pas avec les grands. Les grands sont déjà là. Quand on sait que l'essentiel de nos investissements en tant que Marocains sont en Afrique, premier investisseur en Afrique de l'Ouest, donc le drapeau marocain est connu.
pas uniquement parce qu'on est arrivé en demi-finale de la Coupe du Monde ou qu'on a gagné la Coupe du Monde. Donc, le Made in Morocco est important. Maintenant, le fait de le porter par le Made in Africa, et c'est là où Mhm. je pense qu'entrepreneur, Mhm. il y a un grand, grand déficit de communication. D'accord, un déficit de communication. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure par rapport à ce qu'il faut faire pour mieux promouvoir cette ZLECAf. Alors, je reviens au professeur Zakaria El Fahim. Zakaria Abuda plutôt. On a deux Zakaria aujourd'hui, hein. Tous les deux, l'un aussi valeureux que l'autre, bien évidemment. Merci. Professeur Abu Dahab, euh, euh, on sait que l'Union africaine a lancé plusieurs initiatives dans le cadre de l'agenda 2063, le passeport africain, on a voilà, le MUTA sur le plan des transports aériens et dans bien d'autres secteurs. Mais à chaque fois, on se rend compte que c'est des initiatives qui, bon, je ne dirais pas tombent à l'eau, mais en tout cas qui tardent à prendre, qui peinent à décoller. Et on parle de ce manque de volonté politique. Est-ce qu'on peut dire que pour le cas de la ZLECAf, on est tombé dans les mêmes travers? Alors, il fallait quand même prendre le train en marche. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne vit pas en vase clos. Elle est contrainte de se positionner par rapport aux concurrents et par rapport aux autres continents, pays, intégration, la Chine, les États-Unis, l'Union européenne, le Mercosur, etc., Mhm. l'ASEAN. Il est vrai aussi, et peut-être, c'est Omar, on avait évoqué une fois ce sujet-là, c'est que même sur le plan du design institutionnel de l'Union africaine, de sa structure, parfois la comparaison avec l'Union européenne n'est pas tout à fait toujours judicieuse. Pourquoi? Parce que la CE en 57 avait fixé le cap. D'abord, elle a été créée comme étant une union douanière, c'est-à-dire l'unification de la politique douanière. Elle avait fixé le cap du marché commun. Et donc la première politique 62, la politique agricole commune qui est connue, avec des instruments, des leviers qui ont permis d'atteindre une certaine intégration, comme par exemple la question de la solidarité financière, comme la question de l'unification des moyens de paiement, etc. Pour l'Union africaine, c'est un mot peut-être qui prête à confusion. Il ne s'agit pas réellement d'une union, mais plutôt d'une confédération africaine. Et c'est la raison pour laquelle, que même si nous avons des ambitions sur le plan économique commercial, sur le plan politique, il y a ce qu'on appelle les souverainetés, sinon les souverainismes. Chaque État considère ou conçoit les engagements ou les orientations en fonction de ses intérêts. Mais il n'y a pas une obligation extérieure qui va contraindre les pays à respecter leurs engagements vis-à-vis de ce projet de zone de libre-échange. Il y a cette problématique structurelle, à mon avis, on va dire l'ADN de l'Union africaine, qui va impacter nécessairement la dynamique d'intégration au niveau de la ZLECAf, entre autres choses. Mais on pourrait ajouter d'autres facteurs, peut-être de blocage, qui ralentissent un peu les élans. Ça a été rappelé par Zakaria tout à l'heure. C'est véritablement, comme on dit à la marocaine, chouma et de shame de voir l'Afrique n'atteint pas sur le plan du commerce intra-africain 15%, alors qu'ailleurs, il y a une dynamique, en Asie par exemple. Alors, où sont les facteurs de blocage? Évidemment, il y a des études d'impact au niveau même de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, des groupes de travail, etc., etc. Mais nous avons 54 États au niveau de l'Union africaine, il ne faut pas l'oublier, et les vitesses ne sont pas les mêmes. Et même sur le plan des communautés d'intégration régionale, la CEDEAO, la SADC, l'IGAD, l'Union du Maghreb arabe qui est dans un coma extrêmement profond. Vous voyez déjà, c'est Omar, on débouche ipso facto sur les problématiques géopolitiques de blocage, ce que la CE n'a pas connu au départ avec les 6 pays fondateurs, Benelux, Italie, la RFA, la République fédérale d'Allemagne et la France, devenue aujourd'hui 27 après le Brexit. Maintenant, le plus important, à mon avis, c'est de jouer sur les complémentarités. Il y a un paradigme d'intégration. On pourrait peut-être fixer des horizons pour passer d'une zone de libre-échange, c'est-à-dire tout simplement les réductions tarifaires, l'harmonisation des obstacles non tarifaires à une union douanière, peut-être même un marché commun, mais il faut absolument que le politique, et je finis par là, Mhm. donne réellement la vraie impulsion et suive réellement les avancées d'un projet qui est très cher, non seulement aux opérateurs économiques, mais également à tous les citoyens de notre continent. Mhm. Alors, Idriss Lindjé, avec le professeur Zakaria Boudahab, on a évoqué le côté volonté politique. Maintenant, il y a un autre aspect que vous avez commencé tout à l'heure d'ailleurs à mentionner, c'est est-ce qu'il y a des produits aujourd'hui qui sont échangés entre pays africains? On a l'impression qu'on exporte plus des matières premières qui sont destinées à l'étranger, alors que, parce que c'est là-bas qu'elles sont transformées. Et ce n'est pas là le vrai blocage. Est-ce que le vrai blocage, ce n'est pas le manque d'industrialisation du continent? Alors,
je pense que, bon, déjà, Omar, c'est toujours un peu compliqué que tu me fasses parler après un professeur, mais bon, je vais me livrer à cet exercice avec beaucoup d'humilité. Mais je pense qu'il faut peut-être lire entre les lignes de ce que le professeur a dit. Répondre directement que oui, il y a un problème d'industrialisation, évidemment, c'est enfoncer les portes ouvertes. L'industrialisation est avant tout une question de transformation. La transformation a besoin d'énergie. Je peux vous donner les chiffres. Les capacités installées d'énergie en Afrique, toutes catégories confondues, c'est autour de 509 000 mégawatts, non, 509 mégawatts ou gigawatts d'électricité installée, là où vous avez des pays comme la Chine, qui est devenue l'usine du monde, qui vend partout, même dans les marchés structurés comme ceux de l'Union européenne ou de l'Amérique du Nord, avec des capacités 4 à 6 fois plus. Donc, évidemment, l'Afrique ne peut pas avoir l'industrie qui correspond à sa demande. La deuxième chose, c'est l'efficience même du peu de parcs industriels que nous avons. La BAD l'a démontré récemment que sur les 260 et quelques de zones, enfin, de zones économiques spéciales que nous avions, les études ont montré qu'à peine 15 fonctionnent à plein régime de leur capacité et en plus, elles ont davantage souvent intérêt à produire pour des marchés extérieurs qui rémunèrent le coût de fonctionnement parce que c'est payé en devises. Maintenant, il faut comprendre que il y a des choses qu'il faut regarder différemment. Déjà, l'Afrique est le troisième partenaire de l'Afrique. Ça, on ne le dit pas assez. On brandit le chiffre de 14%, mais on oublie de dire que l'Afrique est le troisième partenaire de l'Afrique et que le premier partenaire de l'Afrique, c'est la Chine. En réalité, la Chine est le premier partenaire de tout le monde. Donc, vient ensuite l'Union européenne. Donc, techniquement, si on enlève la Chine, l'Afrique est le deuxième partenaire de l'Afrique sur le commerce enregistré. Maintenant, il y a un ensemble de transactions commerciales non enregistrées qui passent par des corridors commerciaux historiques. Par exemple, dans la zone CEDEAO, il y a pratiquement 7 corridors commerciaux historiques qui ne sont pas forcément les corridors qui ont été tracés par les institutionnels actuels. C'est pareil, par exemple, dans la zone Afrique australe, où heureusement, ils ont pu formaliser les corridors historiques et on peut capturer un plus grand volume des échanges. Donc, je pense qu'il y a une production africaine qui permet des échanges, mais évidemment, il faudrait encore pouvoir produire davantage pour répondre à un besoin qui nous éviterait d'importer jusqu'à 400 milliards de dollars de produits manufacturés par an. Extrêmement importante. Alors, Zakaria Fahim, aujourd'hui, en tant que vous, les hommes d'affaires, qu'avez-vous le plus besoin pour mieux voir la ZLECAf se concrétiser dans vos actions quotidiennes? Je pense qu'on en revient, c'est que le plus important, Mhm. il faut qu'on améliore je veux dire, les outils de financement, parce que la BAD le dit, on a un gap important donc, dans le financement des PME, on parle de 100 milliards à l'échelle de l'Afrique. Il va falloir effectivement le faire savoir, ce que je disais tout à l'heure, qu'il est facile, qu'il est possible maintenant de commercer avec des pays avec une facilité parce que tous les éléments que nous sommes en train de construire, effectivement, pour les certificats d'origine, vont permettre qu'un produit, dès qu'il arrive, puisse être mis sur le marché. Donc, quand c'est de l'agro-business, qu'il ne pourrisse pas, quand c'est de la pharmacie, qu'il soit tout de suite mis sur le marché. Donc, établir la confiance, moi, je pense aussi, et c'est pour ça qu'il y a le temps long, c'est que nos enfants s'approprient l'Afrique. Donc, l'école, ils ont monté Erasmus. On doit faire un Ibn Battuta, un programme, parce que si on attend toujours que les gens travaillent pour leur dire intéressez-vous à l'Afrique, ça ne va pas le faire. On regarde aujourd'hui, on a un capital pas suffisamment exploité. C'est tous ces jeunes subsahariens qui viennent étudier, qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Ben, il faudrait effectivement s'appuyer dessus pour faire connaître. On le fait un petit peu avec les grands comptes, mais pas suffisamment. Monter l'équivalent des VIE pour les PME, ça coûte moins cher. Donc je pense que on n'a pas les moyens des Européens pour peut-être accompagner
comme le font nos concurrents qui parfois ont une meilleure data que nous. Parce que ce qu'on dit indirectement, avec ce groupe qui travaille sur la partie commerce, et moi je suis très content qu'après l'Égypte, le Nigeria, la première économie, ait pris en main ce groupe de travail donc sur la partie économique, le fameux ministre du Commerce, pour bien montrer qu'elle s'intéresse à la ZLECAf. Donc il faut bien qu'il y ait un pilote. On est en train de monter bientôt avec la rencontre de Fès, le tribunal du commerce extérieur, parce qu'il faut bien qu'il y ait des arbitrages. Donc, une entreprise a besoin de visibilité, a besoin d'un cadre qu'on est en train de mettre et le faire savoir. Moi, je pense que nos entreprises sont pragmatiques, elles ont démontré qu'elles sont innovantes, qu'elles peuvent aujourd'hui exporter dans des marchés difficiles, européens, américains. Donc, on a les moyens d'aller sur le continent. Et je le disais tout à l'heure, on est le premier investisseur. Maintenant, on n'exporte pas suffisamment. C'est-à-dire qu'on investit sur place. Maintenant, les PME qui ne peuvent pas investir sur place, ben, on doit leur faire un fast track et leur permettre d'y aller. Et donc, je crois que c'est dans nos cordes, que ce soit comme je disais tout à l'heure, l'agro-business, les produits de la mer. Donc, bien sûr, le textile, on a déjà fait des choses, donc après, il faut faire des arbitrages. Mais je pense que autour de l'économie de l'automobile, il y a tous les écosystèmes sur lesquels on doit monter des partenariats intelligents. Parce que quand vous voulez investir, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut dépenser. Et c'est là où les grands pays, si le Maroc veut jouer dans la cour des grands, ben, il a l'obligation à un moment donné de dire ben, je vais miser et le retour sur investissement, il va être demain. Et je crois que c'est la responsabilité qu'on attend aujourd'hui de nos autorités pour, pour vraiment porter ce projet qui est, je pense, un des projets les plus structurants aujourd'hui du XXIe siècle. En tout cas, c'est un projet qui est censé être l'une des zones libre-échange les plus importantes donc, au monde. Alors, je reviens au professeur Abou Dahab. Alors, cela dit, jugez-vous quand même qu'au niveau, par exemple, des communautés économiques régionales qui sont chargées par l'Union africaine de concrétiser la ZLECAf, jugez-vous que le travail à ce niveau-là est fait à un rythme convenable? Il y a des disparités, c'est clair, régionales, interrégionales. Les pays ne vont pas avec la même vitesse, ça va de soi, mais également même les prouesses, les success stories, mais également les atteintes, l'implication, etc. Voilà. Alors, prenez par exemple le Mali, Burkina Faso, Niger notamment, sont suspendus, par exemple, au niveau de l'Union africaine. Par conséquent, même, on pourrait rappeler le retrait de la CEDEAO, la création de l'Alliance des États sahéliens en septembre 2023, puis la fédération ou la confédération, pardon. Donc voilà déjà le politique ou le géopolitique sur le plan institutionnel qui impacte l'intégration de ces pays dans la dynamique d'intégration régionale. J'ai parlé de l'UMA, pas la peine de revenir sur les escarmouches, les mésententes, les désaccords, etc. Vous prenez l'IGAD, c'est-à-dire l'autorité intergouvernementale de l'Afrique de l'Est, la situation au Soudan, elle est vraiment catastrophique. Il y avait également le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée à un moment donné, même l'Éthiopie qui est impactée par le problème du Tigré. Et j'ajouterai aussi d'autres problématiques au niveau de l'Afrique centrale. Rwanda versus RDC, République démocratique du Congo. D'accord, on va vers l'Afrique australe. Peut-être la SADC réalise des prouesses. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Afrique du Sud qui est là, un peu l'État phare, moteur de l'intégration. Donc il y a des dissemblances. Je n'exclus pas également les avancées au niveau de l'ECOWAS, c'est-à-dire de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais je crois que la grande question, paradigmatique si vous voulez, est-ce que réellement tous les États africains voudraient la concrétisation d'une intégration concrète où chacun trouvera ses intérêts et où chacun véritablement pourra en retirer les bénéfices qui peuvent en résulter. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes peut-être conviés à une réflexion globale très approfondie sur les instruments à même de permettre des avancées à petite dose homéopathiques par incrémentalisme, peut-être des intégrations avec des formats ramassés qui pourraient par la suite être échelonnés au niveau de tout le continent africain. En tout cas, avancer à dose homéopathique, hein, comme vous l'avez dit, professeur. Alors, Idriss Lingé, vous êtes quelqu'un qui est un afro-optimiste, hein, parce que vous traitez les chiffres et vous dites qu'il n'y a pas lieu d'être alarmiste par rapport à l'évolution économique du continent. Aujourd'hui, expliquez les chances
que cette ZLECAf sont en train de nous apporter en tant qu'Africains? Bon, déjà, je trouve anormal que toute une région ne fasse pas des échanges entre elles. Euh, je pense que c'est juste dans l'ordre normal des choses. Lorsqu'on veut faire du commerce, il est toujours beaucoup plus intéressant d'abord de commencer par le voisinage avant d'aller conquérir les marchés au-delà. Il faut se dire que un défi, que nous avons aujourd'hui avec notre système de production, c'est qu'il a été installé. Le Maroc, c'est un pays que je prends toujours en exemple. Je crois qu'ils ont une stratégie et que mes co-panélistes peuvent me répondre, mais le Maroc a une stratégie aujourd'hui qui a consisté à mettre des capacités de production, mais qui sont toutes tournées vers un marché, le marché de l'Union européenne, tandis que l'Afrique du Sud, qui est aussi l'une des économies les plus diversifiées d'Afrique, a plutôt mis un système qui permet de se tourner vers les marchés asiatiques, un peu le marché américain et notamment le marché chinois. Donc, dans cette configuration, il est très difficile effectivement de pouvoir avancer vers quelque chose qui est naturel. Mais je dois quand même dire une chose. Lorsqu'on regarde les derniers chiffres d'Afreximbank, la Banque africaine d'import-export, qui regarde quand même le commerce enregistré, je précise le commerce enregistré, parce qu'il y a un gros commerce qui n'est pas enregistré du tout et qui est tout aussi important et qui porte sur des biens produits parfois à la main ou des biens produits agricoles. Quand on regarde les chiffres d'Afreximbank, 82% du commerce de l'Afrique australe se fait entre les pays de l'Afrique australe. Ça, c'est parce que nous avons une mastodonte économique qui est l'Afrique du Sud, super industrialisée et qui a les moyens de pouvoir livrer à l'ensemble de ces pays voisins, mais aussi parce que les corridors historiques d'échange ont été formalisés par des routes et que la sous-région, effectivement, a pris un ensemble de mesures qui permettent que le déplacement soit plus facile, le transport aérien ne coûte pas aussi cher, par exemple, qu'en Afrique de l'Ouest et tout le reste. Donc, je suis optimiste, mais je pense aussi qu'il y a des choses qu'il faut faire. Des choses toutes simples au Maroc. Si moi, qui suis au Bénin, je décide d'appeler au Maroc, ça me coûtera 3, 4, 5 fois plus que si je suis, par exemple, en France et que je veux appeler aux États-Unis. Dans ces conditions, les coûts du commerce intra-africain coûtent cher. Hier, j'ai regardé des simulations de billets d'avion. Je voulais quitter le Bénin pour aller à Brazzaville et j'ai réalisé que le prix le moins cher était à 2 000 euros. 2 000 euros. Vous imaginez, si moi j'ai 2 000 euros en France ou en Allemagne et que je veux aller quelque part en Europe, je peux prendre un jet privé et aller-retour, aller rencontrer quelqu'un. Bon, je caricature peut-être, mais 2 000 euros pour 1h30 de voyage. Je ne peux pas à ce prix aller explorer les opportunités au Congo-Brazza. Donc, oui, je suis très optimiste, mais je ne ferme pas les yeux sur le fait que, sur le plan des services financiers, on doit cesser de fonctionner en vase clos. Ce que le Nigeria fait n'a pas de sens. Le Nigeria a pris une mesure qui interdit à ses banques d'exposer ses fonds à plus de 10% de ses fonds propres locaux sur les marchés. En tout cas, vous disiez des choses intéressantes et distinguées. On semble qu'on ne vous entend plus, mais on va continuer avec le professeur, avec Zakaria Fahim plutôt. Alors, Zakaria Fahim, on sait qu'aujourd'hui, le Maroc est considéré par la BAD, la Banque africaine de développement, comme la première puissance industrielle du continent. Alors, comment une économie comme le Maroc aujourd'hui peut aider à concrétiser la ZLECAf? Je pense que la chance que nous avons, c'est que on est un peu comme ce Jourdain, on fait de la prose sans le savoir. On est, je pense, un des grands acteurs de la ZLECAf, puisque quand on parle d'intégration, quand on parle d'industrialisation, le Maroc a déjà intégré ça dans sa stratégie. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, c'est comment passer de nos 15% qui sont réalisés essentiellement par des grandes entreprises, parce que pour moi, le différentiel, il ne peut se faire que par les PME. Donc, mon client, cette entreprise industrielle de Casablanca, quand elle va remplir son formulaire pour exporter en 10 minutes et que derrière, elle reçoit ses dirhams sans qu'il y ait, donc après le certificat d'origine, sans qu'elle ait à payer une différence de change, on aura gagné.
Et en parallèle, l'État doit faire sa part, mais moi je pense que nos entrepreneurs doivent se dire, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à la ZLECAf? Donc il faut que j'aille chercher du business, il faut que j'aille chercher des clients parce que c'est eux qui vont remplir les conteneurs, c'est eux qui vont faire le business. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas suffisamment de data qui remontent aujourd'hui à nos entreprises pour leur dire, voilà ce qui est fait pour vous. C'est vrai, ça a été rappelé par mon prédécesseur sur les coûts de transport. C'est juste, c'est un peu la même erreur que nous avons quand on regarde. On met en place le PAPS, on économise 5 milliards de dollars, on réalise, parce que vous savez que l'argent, le temps, c'est de l'argent. Quand vous me payez une transaction en quelques secondes, alors qu'elle mettait 5, 6 jours, voire plus, et je peux réutiliser mon argent ailleurs, ben, vous établissez la confiance, je sais que ça marche, et donc je peux réaliser d'autres opérations. Donc je pense que le plus important aujourd'hui, c'est de s'occuper des PME. Donc ça veut dire travailler pour les accompagner sur le haut de bilan. Moi qui travaille depuis plus de décennies sur la transmission des entreprises familiales, il y a un vrai enjeu. Et là, on peut mettre des fonds, je pense, transcontinentaux, parce qu'il y a des grandes entreprises qui peuvent effectivement s'adosser à des industriels qui ne sont pas forcément en Europe, mais qui peuvent être sur le continent. Il y a de très belles pépites. Et là aussi, il n'y a pas de mapping. Chacun est ça a été dit, le mot silo. On ne sait pas qui fait quoi. Et je crois que la première chose que nous devons faire, c'est vraiment faire un peu ce qu'a fait le Maroc quand il avait fait émergence, quand il avait travaillé pour mapper un peu ses entreprises pour qu'on sache que dans tel pays, il peut y avoir des partenaires industriels, on peut réaliser des opérations. Et je crois que le cadre qui est en train d'être mis en place, c'est des bonnes fondations qui donnent de la crédibilité, qui donnent de la confiance. Maintenant, il faut sortir des émotions et puis surtout se dire que on doit y aller et que pour moi, Nordine à Marrakech ou Aïcha à Fès, sont des entrepreneurs africains et ils n'attendent que ça, c'est-à-dire commercer, puisqu'on l'a vu, tout se passe aujourd'hui sur leur téléphone et ils n'attendent que comment dirais-je, cette ouverture qu'ils ne reçoivent pas suffisamment. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, un D'accord. des gros enjeux va être le faire savoir. D'accord, le faire savoir. Alors, professeur Zakaria Awoudab, on sait que, je le disais à l'entame de cette émission, il y a eu une réunion des ministres du commerce à Abuja. D'ailleurs, c'est le Nigeria qui prend le relais par rapport à la gouvernance, donc présidence tournante de la ZLECAf. À ce propos, on sait que le Maroc y est parti avec son expérience, le Maroc y est parti avec son positionnement. On est toujours en train de voir comment ces économies industrialisées du continent, comme le Maroc, peuvent-elles apporter leur coup de pouce pour que la ZLECAf avance, parce que la concrétisation de la ZLECAf les arrange d'abord, mais sur un plan purement institutionnel, sur la base des accords que le Maroc détient avec d'autres partenaires à travers le monde, quelle transmission peut-on faire pour la ZLECAf? Oui, c'est-à-dire que, comme disait Idriss tout à l'heure, l'Afrique, troisième partenaire de l'Afrique. C'est intéressant, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller dans ce sens-là où il faudrait établir la confiance en les capacités de tout le monde, les opérateurs économiques d'abord, c'est fondamental, mais les autres parties prenantes, hein, les chambres de commerce, toutes les structures de gouvernance, les parlements, c'est important. La dimension législative, elle est très intéressante. Aller encore plus pour réaliser des objectifs plus ambitieux, mais réalistes et réalisables. Dans ce sens, beaucoup de pays comme le Maroc peuvent jouer le rôle de catalyseur. Et dans cette optique-là, vous avez parlé du Nigeria qui va leader le secrétariat de la ZLECAf. Le projet entre le Nigeria et le Maroc-Nigeria d'ailleurs, nous sommes revenus à l'appellation d'origine, consiste à intégrer l'Afrique de l'Ouest autour de ce projet du gaz pipeline, mais également avec toutes les externalités et les effets d'entraînement sur le plan de la production d'électricité, sur le plan des impacts domestiques, sur le plan de l'usage, etc. Alors, moi, je pense que ce genre de projet, entre autres choses, on pourrait parler d'autres, l'adaptation de l'agriculture africaine qui a été lancée en 2016,
et qui est aussi parrainé par l'ONU. Il y a également des initiatives sur l'eau, water. Il y a également la ceinture bleue. Il y a un potentiel extraordinaire. Le Maroc seul ne peut pas remuer des montagnes quand on sait que parfois, je l'ai dit tout à l'heure, les résistances au changement, les blocages, malheureusement à partir de calculs qui sont erronés, et encore des zones de conflictualité qui finalement rebutent parfois les investisseurs. Mais je pourrais dire aussi, la question fondamentale, puisque M. Omar, vous m'avez retendu la perche, Sa Majesté, en 2014, le discours d'Abidjan, il avait lancé une idée, l'Afrique aux Africains. Ça, c'est important, qui a été corroboré à la suite du discours du 31 janvier 2017 au sein de l'Union africaine, mais également, ça a été dit récemment, vous savez, c'était en juin 2025, c'était à Nice à l'occasion du sommet sur les océans. Ça veut dire qu'il y a tellement d'initiatives qui peuvent être lancées. La problématique, ce sont les pesanteurs. Et je reviens, pour ne pas trop m'attarder sur ces questions-là, à la problématique de la prise de décision au niveau de l'Union africaine et l'effectivité, le suivi qui doit être toujours mené afin d'évaluer in concreto comment on peut avancer à dose homéopathique. Franchement, tout en étant optimiste comme c'est Idriss, mais réellement quand je vois aujourd'hui que le PIB de l'Afrique entière, 3 400 milliards, à peine la moitié de celui de l'Allemagne, bah écoutez, je me pose des questions, je dis, mais en 2026, comment l'Afrique peut se permettre d'être, non pas à la traîne, mais quand même avoir des rangs aussi bas. Maintenant, l'essentiel, c'est d'impulser. Le Maroc peut jouer le rôle de catalyseur, mais avec d'autres parties prenantes, bien entendu. Justement, professeur, je pose cette question à Idriss Lindsey. Les grandes économies africaines, Idriss Lindsey, vous avez parlé tout à l'heure du modèle sud-africain qui est tourné vers l'Asie et d'autres. Alors, ces grandes économies africaines aujourd'hui, vous les sentez-elles vraiment? Parce qu'on se rappelle qu'au départ, le Nigeria et l'Afrique du Sud avaient tardé à rejoindre la ZLECAf. Alors, ces grandes économies africaines sont-elles réellement embarquées? Tirent-elles réellement leur profit, leur épingle du jeu? Bon, déjà, il faut comprendre que, évidemment, elles sont embarquées, elles participent aux réunions formelles et puis elles apportent des contributions. Mais je crois, le professeur, là, on peut dire, dans son propos liminaire, il rappelait que il y a malheureusement encore beaucoup trop d'enjeux égoïstes au sein des pays qui doivent construire ce marché commun. Et puis, il y a une déconnexion, et ça c'est mon observation personnelle, entre ce que les ministres et les présidents font et ce que les populations, à la base, finalement, font en termes d'échange. C'est-à-dire, vous savez, pendant que nous sommes en train de discuter ici, si les ministres ont pris les bonnes décisions, des camions sont en train de partir de Dakar pour Bamako. Et quels que soient les problèmes qu'ils rencontrent, ils le font tout le temps. Et des milliers de personnes sont en train de fournir des marchandises d'un pays africain à l'autre dans la même sous-région. Le vrai défi, c'est que malheureusement, on politise énormément en Afrique. Je comprends qu'il faut des cadres institutionnels afin que personne ne soit floué, qu'il y ait des cadres légaux qui soient clairs. Mais pendant qu'on est en train de réfléchir comment on doit réduire cette fragmentation, bah, nous continuons de perdre de l'argent parce que, in fine, des gens viennent de 5000 kilomètres au loin pour venir nous fournir ce dont nous avons besoin. C'est absolument ridicule. Comment pouvons-nous consommer encore jusqu'à 400 milliards de dollars chaque année de produits manufacturés alors qu'on a un pays au nord comme le Maroc qui produit tout jusqu'aux composantes des avions et un pays au sud qui produit tout jusqu'aux composantes qui permettent de mettre en place des chaînes industrielles. Donc là, il y a un vrai problème. Donc je pense que d'une certaine manière, s'impliquer, c'est vraiment prendre le leadership. Et une fois de plus, je crois que l'Afrique du Sud a pris le leadership en Afrique australe et ça marche très bien parce qu'ils ont vraiment intégré ce marché-là de façon optimale. Je crois que le Maroc a essayé, mais après, c'est compliqué. Il y a des choses que le Maroc ne peut pas résoudre. Le Maroc ne peut pas résoudre le problème des visas. Le Maroc ne peut pas résoudre le problème des infrastructures d'Interland dans les pays.
Le Maroc ne peut pas résoudre un ensemble de péripéties qu'on peut rencontrer au sein des corridors régionaux, nationaux et peut-être sous-régionaux. Donc, je crois vraiment qu'une vraie implication, c'est vraiment de réfléchir ouvertement sur les problèmes et d'avancer plutôt que de venir nous faire des présentations Wikipédia auxquelles on assiste souvent dans les forats à gauche et à droite. En tout cas, c'est intéressant. Il nous reste à peine une dizaine de minutes, hein. Je pars à Istanbul rejoindre Zakaria Fahim. Zakaria Fahim, pour les années à venir, en tant qu'homme d'affaires africain, que voulez-vous pour que cette ZLECAf puisse être plus concrète, selon vous, dans votre quotidien? Moi, ce que je vais peut-être me répéter, mais le faire savoir, on a une expertise aujourd'hui de nos entrepreneurs, de nos dirigeants sur ce qui est aujourd'hui un espace de libre-échange et parmi les plus exigeants, parce qu'on a des accords qui ont plus de 20 ans avec l'Union européenne, avec les États-Unis, qu'on met déjà et qu'on doit poser sur la table pour éviter les erreurs que nous avons faites et pour faire en sorte que ceux qui arrivent prennent le meilleur, parce que le gros danger de la ZLECAf, c'est si on ne démarre pas avec quelque chose qui est équilibré. Ça a été rappelé, l'Afrique, c'est les Afriques, c'est un continent avec, je dirais, cette panoplie de couleurs un peu arc-en-ciel qu'il ne faut pas oublier. Donc, c'est important de le rappeler. On a réussi, et là aussi, c'est important, nos écosystèmes industriels. Donc, là aussi, comment continuer à consolider ce que nous faisons pour pouvoir effectivement être légitime. Et quand on dira, ben voilà, je ramène le Made in Morocco dans le Made in Africa, on soit fier et qu'on n'ait pas toujours le complexe du lointain, parce que ce qui tue souvent nos pays, c'est le complexe du lointain. Mohamed doit être content de travailler avec Ibrahima, qui doit être content de travailler avec Joseph, qui est basé au Nigeria ou basé dans un autre pays. On a un super modèle qu'avait développé et qui est pour moi important, c'est le modèle de co-investissement d'OCP Africa. Comment on peut aller dans un pays et au lieu de faire ce que faisaient aujourd'hui les Européens, on prend une rente et on s'installe et on rapatrie tout, on fait du co-investissement et ça, je pense qu'on a appris. Et bien sûr, nos banques sont aujourd'hui notre meilleur atout. Vous savez que quand vous avez des banques dans des pays, vous avez une capacité de connaître dans toute sa granularité les économies. Et cette expertise-là, on est capable de la partager d'abord avec nos PME pour on enlève un peu la mauvaise tension, vous savez, le mauvais stress et garder le bon, celui des entrepreneurs pour prendre les bons risques. Tangemet, il ne faut pas le sous-estimer. Il est aujourd'hui comme l'équipe nationale du Maroc qui joue en Champions League. Donc, on est capable de participer à la réduction des coûts et effectivement de démontrer à ceux qui sont encore sceptiques que la ZLECAf est en route, qu'il n'y a pas de marche arrière et qu'il y a des quick wins. Je crois que c'est ça qui est important. Moi, si j'avais quelque chose à dire, c'est ces fameux quick wins sur le PAPS. Aujourd'hui, je récupère mon argent plus vite, je n'ai pas de problème de change, j'ai des nouveaux marchés, donc je peux commercer plus facilement et donc je n'ai pas mes articles qui sont arrêtés. Donc, avec ce que je disais tout à l'heure, rappeler que nous avons pour nos entrepreneurs des ambassadeurs, donc ces étudiants qui sont venus chez nous et qui peuvent être nos premiers portes d'entrée pour des marchés qu'on ne voit pas, alors que c'est l'intérêt pour nos PME et leur avenir. D'accord. En tout cas, c'est bien clair. Alors, professeur Zakaria Abou Dahab, alors peut-être que c'est un peu réducteur la question que je vais poser, mais peut-on partir sur des benchmarks sur le plan mondial pour voir peut-être des initiatives similaires qui ont été lancées, qui ont un peu battu de l'aile au début, mais finalement qui ont marché? Oui, effectivement. Bon, je laisserai de côté l'Union européenne. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est un modèle, certes, qui s'aligne sur celui de Bella Bellassa, le paradigme de l'intégration. C'est-à-dire, on part des accords tarifaires, zone de libre-échange, union douanière, marché commun, union économique et monétaire, voire même fédéralisme, si je peux pousser le raisonnement encore plus loin. Mais je prendrai un exemple multilatéral, celui du GATT depuis 1947, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Genève. Si on prend les premières années, on est parti sur les réductions tarifaires. Finalement, les coûts des marchandises ont baissé à la suite de réductions tarifaires qui, par la suite, à partir de, je pense, le Kennedy Round des années 60, on a commencé à intégrer ce qu'on appelle les obstacles non tarifaires pour aboutir
au Tokyo Round à des problématiques en termes de code sur les obstacles non tarifaires, les marchés publics, la concurrence, le dumping, subventions, etc., jusqu'à l'Uruguay Round. Alors, pourquoi j'ai cité cet exemple? Tout simplement pour dire que tous les opérateurs, les parties prenantes gagneraient aux réductions tarifaires et par la suite à l'harmonisation des politiques commerciales, industrielles, etc. Parce qu'à la base, il y a ce paradigme sur l'économie libérale d'Adam Smith, David Ricardo, sur les valeurs ajoutées. Et ça a été dit par M. Idriss au départ quand il a parlé de l'offre et de la demande. Finalement, la problématique est finalement là. Peut-être elle est un peu simple à présenter a priori parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent impacter négativement ce schéma un peu favorable. Mais essentiellement, on pourrait trouver dans des exemples internationaux du benchmarking pour alimenter la zone de libre-échange continentale en Afrique. En tout cas, notamment ce que vous avez cité. Alors, Idriss, il nous reste à peine 3 minutes environ. Alors, vous, c'est une question de perspective que je vais vous poser aussi. Est-ce que, selon vous, quels sont les next steps plutôt pour cette ZLECAf dans les années à venir? Je pense que la ZLECAf doit cesser de se voir comme une entité autonome qui fonctionne dans le cadre d'un objectif isolé en silo. Je pense qu'on doit repenser la ZLECAf comme un instrument d'un objectif beaucoup plus global qui est celui de répondre aux besoins de développement en Afrique. Je rappelle que chaque année, selon les chiffres de la Banque mondiale, 1,5 million de jeunes Africains arrivent sur le marché du travail. Il va falloir leur trouver ce travail. Le travail se trouve du côté de l'offre, du côté de la production, du côté de l'industrie. Donc, à partir du moment où on réalise qu'il faut qu'on résolve ce genre de problème, alors on ne prend plus la ZLECAf comme juste une question à part, mais comme un instrument d'un tout. Et puis, il faut commencer à régler des problèmes très simples. Ça n'a vraiment pas de sens que pour aller dans des pays africains, moi, ça me dérange. Je dois prendre des visas. Ça c'est vraiment pas de sens. Quand j'arrive en Europe, je fais 27 pays sans visa. Je rencontre même pas les douaniers quand je suis en train d'aller d'un pays à un autre. Mais en Afrique, si je vais dans 10, 20 pays, je dois prendre des visas, ça n'a pas de sens. Les coûts de transport, ça n'a vraiment pas de sens. Le ciel africain doit être réglé. On doit régler cela. On a réussi cela en Afrique de l'Est. On a réussi cela en Afrique australe. On doit l'étendre à toute l'Afrique. Ça n'a pas de sens de quitter Bénin pour Brazzaville, 1h45 vol, 2000 euros. Ça n'a vraiment pas de sens. Les télécommunications, ça aussi, ça n'a pas de sens. On a des grands opérateurs en Afrique. Je ne veux pas donner les noms, mais on a des grands opérateurs. Les systèmes de paiement, la finance, on doit généraliser la finance africaine pour que les excès de liquidités ailleurs aillent financer des projets dans d'autres pays, en pensant qu'il s'agit de la même Afrique et qu'au final, l'argent ne sort pas du continent, mais l'épargne continentale circule à l'intérieur de ce vaste triangle pour le bonheur des populations. Hormis ça, on est encore dans des théories et ça n'aide personne des théories. En tout cas, ces théories, en tout cas, on a besoin de les concrétiser sur le terrain, justement. C'est ce que la ZLECAf, en tout cas, cherche à concrétiser. Alors, je passe la balle à un autre Zakaria Abouda, professeur. Yes, oui, Omar, comme on le dit, l'optimiste espère des vents favorables, le pessimiste craint la tempête, le réaliste ajuste les voiles. Il faut ajuster les voiles parce que l'Afrique regorge de potentialités incroyables, humaines, économiques, naturelles, etc. Il y a des problématiques, héritage du passé peut-être, l'héritage colonial, ça va de soi. Ça prend du temps pour se débarrasser de toutes ces pesanteurs, mais il faut absolument que l'impulsion politique soit maintenue toujours et donne toujours des espoirs concrétisables à cette population qui arrive chaque année, les nouveau-nés, mais également ceux qui viennent sur le marché du travail, ça a été dit tout à l'heure. Mais nous devons réellement aujourd'hui faire confiance en nous-mêmes et identifier les sources de blocage. Il y a la géopolitique, M. Idriss tout à l'heure diplomatiquement a évité de nommer, comme le dit Foucault, nommer les choses. Mais en réalité, on pourrait comprendre quelque part que par la suite, il faut aplanir toutes les difficultés et faire confiance en la capacité de l'Afrique à se régénérer, à se positionner au niveau mondial, parce qu'à la suite, la concurrence sera extrêmement rude et acerbe même.
En tout cas, ce qui nous rappelle que cette Afrique qui doit faire confiance à l'Afrique. Et cela commence justement par le fait de commercer ensemble, surtout dans un contexte de perturbation que l'on a certainement vu avec cette guerre au Moyen-Orient qui a perturbé les approvisionnements de plusieurs produits, mais aussi les chaînes logistiques, notamment sur le plan maritime. Merci à vous trois, professeur Zakaria Abou Dahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci également à Idriss Lindier, directeur des rédactions de Média Mania depuis Cotonou. Merci également à Zakaria Fahim, que nous avons retrouvé en fin d'émission, pour avoir donc participé avec nous au cours de cette émission. Merci à vous trois et très bonne suite de programme également à nos téléspectateurs. Bonne suite de programme et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, sur Média TV.